Bonjour tout le monde. Merci d'être venu ici aujourd'hui. On attendait un petit peu dans le fond parce qu'il y avait 80 inscrits. On voulait être sûr de laisser la chance à tout le monde de se présenter. Mais là, ça fait 30 minutes, fait qu'on va commencer. Fait que aujourd'hui, minuit, c'est ça? Jusqu'à. Ouais, jusqu'à minuit. C'est ça. En fait, comme j'expliquais tantôt, la formule est assez simple. C'est qu'on va commencer par une formation avec des thématiques que mon collègue va présenter. Puis suite à ça, comme dit, si vous avez des questions ou vous voulez développer certains trucs, vous avez des questions, nous, on sera là pour vous aider ou dépanner. C'est aussi simple que ça. Fait que, donc, moi, mon nom c'est Julien Robitaille, si vous me demandez, pour après, surtout pour l'atelier. Ça fait déjà plusieurs années que je travaille dans le web, couramment tous les jours avec, entre autres, WordPress, en plus d'être étudiant ici au baccalauréat. Donc, une vite présentation, on va commencer du club étudiant. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Donc, on fait du logiciel embarqué, on fait du web, on fait du DevOps, ça c'est de l'administration réseau. C'est-à-dire, fait tout ça dans l'esprit de l'open source. C'est ce qui va faire que la présentation va être disponible après avec un lien que vous allez recevoir en courriel pour tous ceux qui se sont enregistrés par Evan Brown. Donc, on va faire un petit retour rapidement sur WordPress 101 qui a eu lieu la session dernière pour ceux qui ont manqué. WordPress 101, ça a été un petit peu des présentations de l'écosystème, des présentations de c'est quoi WordPress, c'est quoi les admins, c'est quoi la différence entre WordPress.com et WordPress.org. Donc, il y en a ici, j'imagine, plusieurs qui vont héberger leur site internet sur WordPress.com. Puis d'autres qui vont vouloir l'héberger eux-mêmes, soit sur GoDaddy ou sur leur propre serveur. Donc, ça va être la formule WordPress.org. Donc, on ne repassera pas en détail. Par contre, après à l'atelier, si vous avez des questions qui s'affaraient au sujet, dans le fond, de la première conférence, n'hésitez pas. On va pouvoir vous répondre en même temps. Donc, pour aujourd'hui, moi, ce que je vous ai prévu, c'est je vais vous parler de plusieurs points que je trouve marquants dans WordPress en général. Puis quand on prend la formule WordPress.org, qu'on installe le site Internet nous-mêmes pour avoir notre propre blog ou notre propre site Internet, qu'est-ce que je considère qu'il faut savoir puis qui est important pour amener un bon développement, puis que ça soit pour construire le site Internet de la manière la plus fiable, stable puis simple possible. Donc, on va commencer par les plugins aujourd'hui. Après ça, je vais vous parler un petit peu du multilinguisme dans WordPress parce que c'est un sujet qui nous touche énormément ici au Québec. Puis c'est quelque chose qui n'est pas évident tout le temps à faire avec WordPress. Fait que je me dis que ça risque de répondre peut-être à quelques questions, vous donner des pistes sinon. À part de ça, en parallèle avec le multilinguisme, je vais vous parler un petit peu de multisite dans WordPress, de ses rôles et de ses permissions pour savoir comment bien gérer son site Internet. Puis, je vais rajouter un point qui n'est pas là-dessus, mais je pense que ça va valoir la peine. La sécurité aussi dans WordPress. Je vous ai préparé une petite aparté là-dessus. Puis, Git avec WordPress, pour ceux qui font vraiment du développement avec WordPress, quelques conseils que je vais me donner, que j'aime utiliser aussi, mais que il n'y a aucune solution qui est absolue là-dedans. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont bonnes. Moi, je vais vous donner celle qui fonctionne bien pour moi, puis celle que j'utilise en production. On va commencer par une petite quote de Alan Kay, qui est un informaticien reconnu. Il a travaillé au MIT, Walt Disney, Xerox PARC. Il a fait une sacrée carrière. Et lui ici explique que les logiciels, dans le fond, c'est souvent maintenant, on pourrait dire, comme une représentation d'une pyramide. C'est construit par plein de blocs. Ça perd souvent son intégrité structurelle, puis ce qui fait que souvent, un logiciel va devenir lourd avec le temps, on ne va plus être très bon. Puis ils vont nous demander de mettre des updates, on le voit avec nos devices de tous les jours, nos téléphones qui viennent là après un update, ainsi de suite. Ce qui cause ça, c'est souvent parce qu'il manque de structure dans les logiciels. Je parle de structure de petits blocs, comme une pyramide, parce qu'un plugin, c'est vraiment un petit bloc. Donc, dans un site Internet, surtout avec WordPress, les plugins, ça va être souvent la solution rapide. Ça va être la solution qui va répondre à votre besoin. Ah, comment est-ce que je faisais ça? Bon, ben, je vais aller installer un plugin. Un plugin, c'est un logiciel, fait qu'il ne faut pas l'oublier.
ça peut faire tout ce que toi, en tant que développeur de ton site Internet peut faire. Le plugin y a accès. Il a accès à toute l'API au complet de WordPress. Il a accès pour, dans le fond, permettre d'ajouter des fonctionnalités. Mais c'est à double tranchant. C'est pour ça que j'ai parlé de la structure dans un site ainsi de suite juste avant. Parce que si on met trop de plugins, ce qui arrive, c'est que souvent, pas tout le temps, souvent, le site Internet va devenir très lent. Il ne va plus fonctionner, ça va ouvrir des failles de sécurité possibles, et ainsi de suite. C'est un pensée-y bien. Mais sinon, les plugins, ils font plein de choses intéressantes qui sont voulues à être utilisées. Donc, ici, je vous en ai listé quelques petits éléments que moi, je pense que quand ça vaut la peine d'utiliser un plugin, soit pour des tâches simples pour nous, tu sais, qu'on dit, ben, il faut ça dans mon site, mais que des fois, c'est quand même compliqué à faire, soit pour des tâches vraiment complexes, que là, souvent, c'est mieux de passer la balle à des gens qui font juste ça, puis qui se disent regardez, moi, je vais vous assurer de ça. Parmi les tâches simples, moi, je considère, par exemple, que, je ne sais pas, vous rédigez des fiches de musique, puis vous distribuez sur votre site Internet les notes. Vous voulez apprécier des donations parce que vous faites un travail pour le fun, mais quand même, c'est toujours le fun, un petit merci des fois et tout ça. Donc, un bouton de donation, ça ne vient pas nécessairement avec WordPress par défaut. Un plugin, pour ça, ça pourrait répondre parfaitement à ce besoin-là. Parce que c'est simple, c'est petit, puis ça ne risque pas de trop venir rendre lourd la plateforme de votre site Internet. En passant, n'hésitez pas s'il y a des questions, arrêtez-moi, je vais répondre tout de suite. Je vais aussi répondre après, mais ça ne me dérange pas pendant que je parle. Sinon, aussi pour des quiz, souvent, c'est le fun de sonder ses utilisateurs. Il existe quelques plugins pour faire ça, pour demander, je ne sais pas, est-ce que vous avez aimé notre dernière collection d'articles sur les chats? Là, les gens, c'est le fun d'avoir du feedback avec eux. Donc ça, c'est des bonnes tâches pour des plugins. Mais quand tu parles justement qu'il y a beaucoup de plugins, comment tu fais pour t'assurer que les plugins sont sécuritaires ou reconnus sécuritaires? Oui. Y a-tu un endroit comme quand, pas les nommer, dans les banques d'applications, de puces sur tablette, tout ça, les pas intelligents, ils ne mettent pas n'importe quoi, puis ils vérifient avant d'accepter une application. Alors, est-ce qu'ils vérifient aussi l'utilité de l'agent? Oui, c'est bon, j'ai compris. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un endroit dans l'écosystème de WordPress où est-ce qu'on peut se fier aux plugins qui sont mis en ligne, qu'on peut se fier qui ne font pas n'importe quoi avec le logiciel, dans le fond, qu'on va inclure dans notre site Internet? C'est bien ça? C'est très bien ça. Donc, pour ça, moi, je pense que les répertoires de plugins payants, c'est une bonne base parce qu'il y a toute l'intégrité d'entreprise qui vient rentrer avec ça. Il y a le professionnalisme, il y a la réputation qui ne peut pas être jouée. Donc, si c'est vraiment une question cruciale, il y a des banques de plugins payants qui vont être plus vérifiés. Pas nécessairement tous vérifiés, mais beaucoup plus. Sinon, via le site internet de WordPress.org, eux, ils offrent une grande collection de plugins. En général, on peut savoir si un plugin va être malveillant ou non avec la liste des commentaires. Donc, si un plugin a plusieurs milliers d'utilisateurs, les utilisateurs ont laissé des bons commentaires et tout ça, c'est une bonne manière de détecter que le plugin est fiable. Si le plugin a seulement, je ne sais pas, 3 ou 4 utilisateurs, alors peut-être que ça vaudrait la peine de le faire vérifier avant de l'utiliser. Par contre, pour les deux, que ce soit le répertoire gratuit puis qu'on fasse une lecture nous-mêmes de la réputation du plugin, ou bien pour le répertoire payant, qui offre en général aussi un système de vote sur ces plugins, il faut quand même pas oublier que ça ne va pas prévenir que le plugin va peut-être pas rendre lourd le site Internet. Parce qu'il y a des fois, il y a des tâches qui sont lourdes, puis c'est compliqué de bien les exécuter dans un modèle un pour tous, on pourrait dire. Donc, un plugin va essayer de fonctionner partout, tandis qu'une solution personnalisée faite par une agence ou faite par un développeur, elle va pouvoir être beaucoup moins lourde pour répondre aux mêmes tâches. Et il n'y a pas de manière magique ou facile de le faire, je pense. Mais sinon, en général, c'est ça, les ratings, les commentaires sur la page de WordPress sont un bon point d'entrée, qui sont relativement fiables. Parce que parmi les utilisateurs de ces plugins-là, il va y avoir des développeurs qui vont regarder ce qui se passe là-dessus parce que tout le code est ouvert.
Donc, vous avez accès à le lire avant de l'utiliser. Sinon, c'est un formulaire de contact aussi, c'est souvent pratique, c'est le fun à avoir dans notre site Internet. Ça rend toutes des tâches simples. Pour des tâches complexes, c'est là que la sécurité rentre beaucoup en jeu. Souvent, on se dit « Ah, ça ne m'arrivera pas » ou j'ai rien à cacher, ou c'est pas très grave, c'est pas important ce que je fais sur mon site Internet. » Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'il y a des... On pourrait dire que c'est des petits robots qui vont parcourir l'Internet, qui vont juste tester les failles pour les tester. Puis, ça peut devenir vraiment embêtant si on ne fait pas attention avec ça. Fait qu'il y a des plugins pour nous aider avec ça, qui eux vont être mis à jour, vont nous assurer une sécurité facilement, et ainsi de suite. Ici, j'en nomme un, WordDefense. Lui, il est quand même pratique. Il nous envoie des courriels quand les administrateurs se connectent, d'où est-ce qu'ils viennent. Il nous informe quand mettre à jour. Il vérifie l'intégrité de nos fichiers. Donc, c'est-à-dire, il vérifie si nos fichiers qu'on a sur notre serveur web sont les mêmes avec les fichiers du répertoire de WordPress. Fait qu'il va faire, est-ce que c'est le même toujours fichier maintenant que ça a été changé avec la version? Fait que ça peut être très pratique pour une solution clé en main pour, OK, moi je veux dormir tranquille. Un plugin comme ça, c'est intéressant. Il va aussi vous protéger contre des attaques par force brute, par exemple. Donc, des utilisateurs qui essaient de se connecter à répétition avec plein de noms de mots de passe. Lui, après une quantité qui est définie dans l'administration, il va dire « Oh, mais là, c'est pas normal. C'est une activité suspecte. » Il va bloquer la personne puis il va vous avertir par courriel. Des outils comme ça peut être vraiment pratique à avoir, c'est rapide. Sinon, des outils comme Askimet qui viennent directement avec les blogs WordPress. Ça, Askimet, lui, il va vérifier que les commentaires que les gens vous écrivent, c'est des commentaires pertinents dans le fond. Ça va vous aider avec cette tâche-là. C'est pas infaillible, mais je pense qu'il vaut mieux l'avoir que de ne pas l'avoir. Puis sinon, d'autres tâches complexes qu'on va poursuivre. Le multilinguisme, qui est très, très compliqué. Puis WordPress ne vient pas avec une solution de multilingue. Il vient avec tout pour du plateforme, mais pour une langue, dans le fond. Fait qu'il offre un site à la fois, puis eux, ils prévoient d'autres manières de faire pour faire ça. Ils laissaient la tâche aux développeurs, puis à l'auteur du blog, de se trouver une solution pour ça. Oui? Si tu achètes un terme, souvent, ils vont le faire. OK, oui, c'est une bonne question. Je vais y répondre dès que j'arrive dans le multilingue parce que je vais faire la distinction entre ça. Donc, c'est ça. Fait que 3 petites attentions, ça peut rendre le site lourd, ça peut être malveillant, puis ça peut vous ouvrir plus de failles de sécurité. Fait que c'est tout le temps un pensez-y bien avant d'en rajouter. Ça ne veut pas dire de ne pas en utiliser, mais vraiment un pensez-y bien. Donc, ensuite, maintenant, le multilingue, où est-ce que j'arrive? Ça vous permet de faire plusieurs choses, mieux servir votre audience, et ainsi de suite. Donc, le multilingue, en général, c'est souvent abbrévié I18N parce qu'il y a 18 lettres entre le I et le N. Ça, c'est un numéronyme. Donc, dans le fond, c'est l'internationalisation. Puis, c'est reconnu pour... c'est un petit peu le terme reconnu quand vous faites des recherches, vous cherchez comment faire avec vos plugins, des choses comme ça. Ça peut être un mot-clé intéressant. WordPress, derrière, vient avec une solution pour rendre multilingue le code. Pas rendre multilingue le contenu du code. C'est ça un petit peu la question de monsieur. Donc, oui, il y a des thèmes qui vont être traduits, mais votre contenu dans le thème ne sera pas traduit. L'outil que WordPress offre aux développeurs de thèmes, ça s'appelle GetText. C'est une norme qui existe depuis 27 ans. Ça a été développé chez Sun Microsystems. Puis cette norme-là, ce qu'elle fait, c'est, dans le fond, c'est des outils pour créer des fichiers avec des liaisons un pour un de ma clé, c'est quoi mon texte associé à ma clé. Fait que c'est ça. Fait que je t'ai rendu, donc GetText, c'est utilisé par WordPress, c'est utilisé pour les gens qui développent les thèmes. Donc, il y a des plugins aussi qui vont vous permettre de travailler avec ça. Si vous n'aimez pas comment l'auteur de la thème a traduit, et ainsi de suite, certaines phrases, il y a des plugins pour changer ça. Mais il y a aussi des plugins qui vont vous permettre de vraiment aller traduire votre contenu. Fait que là, il y a un plugin qui est reconnu énormément dans le domaine, ça s'appelle WPML. Puis, il y a un petit prix associé, mais c'est peu coûteux pour ce qu'il fait. Par contre, il est vraiment très, très lourd. Fait que souvent, là, il va entre guillemets, cochonner votre base de données parce qu'il va rajouter plein de choses. Je vais vous montrer une meilleure solution de faire, une meilleure, à mon avis, solution de faire une manière plus simple qui ne va pas impacter la vitesse de votre site Internet. Puis il y a un autre qui est gratuit, qui lui s'appelle Polyland, qui essaye un petit peu de répliquer les fonctionnalités de WPML puis de les améliorer à sa façon.
Les deux, c'est des bonnes solutions rapides. Si vous n'avez pas accès à votre configuration de serveur, des très bons plugins à l'installer. Parce que la solution que je vais vous proposer, elle demande un petit peu plus de configuration sur le serveur la première fois. Mais après ça, ça roule de soi-même. Ça va améliorer l'expérience des utilisateurs. WordPress offre le multilingue de plusieurs manières. Dans le fond, le multisite. Avec le multisite, c'est une autre des solutions. De plusieurs manières, c'est-à-dire le multisite, ce qui est appelé, c'est un réseau de sites Internet. Fait que votre panneau d'administration va se transformer. Il va devenir un panneau de panneaux. Fait que ça vous listez tous vos sites. Là, vous allez pouvoir rentrer dans vos sites, puis ensuite, ça vous permettrait, par exemple, de créer un site Internet francophone, un site Internet anglophone, puis de les gérer dans le même panneau d'administration. Puis, pour chacun des sites, vous pouvez définir vos auteurs. Fait que si vous avez un auteur francophone, vous lui donnez juste accès à la partie francophone. Si vous avez un auteur anglophone, vous pouvez lui donner juste accès à la partie anglophone, par exemple. Fait que c'est ça. Fait que le multisite, WordPress offre plusieurs manières de le faire, c'est-à-dire soit par des noms de domaine complètement différents. Aujourd'hui, depuis la version 4.5, il permet d'avoir, par exemple, ETS, il pourrait y avoir ETS.ca et ETS.com qui pointent dans le même site Internet en arrière. Le .com pourrait servir le site anglais et le .ca pourrait servir le site français ou le .fr ou peu importe. Il permet de le faire par sous-domaine. Puis il permet de le faire par sous-dossier. S'il n'y a pas une manière de configurer son domaine, il y a possibilité d'avoir, par exemple, mon site internet.com/fr/en, puis de placer les sites Internet à cet endroit-là. Donc, la ligne qui est là, qui est ici, une site define, c'est à peu près, il y en a quelques-uns autres, mais c'est à peu près la seule chose qu'il faut dire à WordPress dans la configuration pour que ça fonctionne, puis qu'il commence à se placer en mode multisite. Mais ça, on va le voir. Les sous-sites, c'est un peu ça. Donc, ça vous permet de créer vos plugins, les gérer par site, puis vos posts par site. Donc, ça vous permettrait de créer votre contenu en français sur un site, puis votre contenu en anglais sur l'autre site, par exemple. Et donc, de gérer votre multilinguisme automatiquement. Fait que les gens iraient sur un site Internet, puis il n'y aurait pas de surcharge. Ce que je parlais un peu pour ce qui rend l'expérience plus lente, moins intéressante, puis moins stable. Mais ça, c'est le plugin. Lui, il va aller devoir surcharger ce que WordPress fait. Quand l'utilisateur vient pour se connecter, lui, il va dire OK, 40 minutes, servir la version anglaise. Puis là, il y a plein de codes qui vont s'exécuter pour déterminer ça, par exemple. Là, il va aller chercher dans la bonne base de données. C'est pourquoi moi je conseillerais d'utiliser le multisite dans WordPress. Après ça, on va continuer d'en parler ici un petit peu plus, mais pour certains éléments comme les rôles et les permissions. Parce que dans le fond, dans WordPress, il y a plusieurs rôles et il y a plusieurs permissions, mais quand vous rentrez en multisite, vous en rajoutez un. Vous ajoutez le rôle de super administrateur lorsque vous connectez votre plateforme maintenant en multisite. En général, WordPress, il y a l'administrateur, ensuite il y a l'éditeur, il y a l'autre, l'abonné, le contributeur et l'abonné, dans cet ordre-là. D'ordre de hiérarchie. Donc, l'administrateur, ça devrait être le plus haut, ainsi de suite. Mais lorsqu'on est en multisite, le super administrateur est plus élevé. Donc, ça va expliquer ici un petit peu, on va passer à travers c'est quoi que chacun fait, puis c'est quoi la différence, puis qu'est-ce qu'il faut donner à chacun d'eux. Donc, l'abonné, lui, il peut seulement accéder à son profil. C'est normal. Fait que dans le fond, il veut naviguer, commenter sur vos publications. Fait que la seule chose qu'il peut faire, c'est modifier. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai noté que c'est le rôle par défaut. Tout est configurable énormément dans la plateforme WordPress. C'est possible de le changer. Fait que si on veut, on pourrait dire que le rôle par défaut de nos utilisateurs, c'est plus l'abonné, c'est rendu l'éditeur. Fait que c'est à faire attention, il ne faut pas s'y méprendre, il ne faut pas se dire, bon, j'ai un site WordPress devant moi, par exemple, configuré par quelqu'un d'autre. Puis forcément, mon abonné, c'est quand je crée un nouvel utilisateur, ça va être un rôle abonné, ça pourrait être autre chose. Ensuite, il y a le contributeur qui, lui, peut faire tout ce que l'abonné peut faire, c'est-à-dire modifier son profil, mais en plus de ça, il peut écrire des articles. Par contre, il n'a pas le droit de les publier. Fait que ça peut être pratique pour quelqu'un ou des bénévoles, souvent. Ils vont vouloir contribuer, écrire
expérience. Le Dosa, ben oui, ça pourrait être intéressant. J'aimerais ça que tu rajoutes tes feuilles de musique. Par contre, comme c'est notre site Internet, c'est notre image, on veut valider le contenu. Puis on ne voudrait pas que quelqu'un publie quelque chose qui ne serait pas dans nos normes de qualité. Le contributeur, c'est exactement, il a été créé pour ça. Il peut écrire, mais il ne peut pas modifier. Il ne peut pas publier. Fait que c'est pratique pour aller faire des vérifications, des choses. Ensuite, il y a l'auteur. Lui, il peut publier ses articles, par contre. Fait que là, la personne, là, c'est le rédacteur en chef. Il faut y faire confiance, c'est son rôle. Il écrit des articles. Il peut l'écrire et il peut publier ses articles. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. Il peut juste gérer ces choses. Parce qu'en haut de l'auteur, il y a l'éditeur. L'éditeur, c'est un rôle important dans WordPress. C'est un rôle qui peut éditer les choses des autres. Fait que c'est là que ça va être un petit peu l'administration. Donc, cette personne-là, si elle voudrait, elle pourrait aller corriger des fautes d'orthographe, par exemple, de plusieurs auteurs. Mais lui, il pourrait aussi aller supprimer des phrases qu'on ne voudrait pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner le rôle d'éditeur à tous, même si le nom peut nous sembler, un éditeur, un auteur, un éditeur, ça pourrait être semblable. Mais non, lui, il a plus de pouvoir que l'éditeur. Il peut aussi tout faire comme tous les autres, ce que les autres peuvent faire. Il peut publier, il peut écrire, il peut modifier ce qu'il peut faire. L'administrateur, lui, ben, il a toutes les permissions des éditeurs. En plus de ça, il peut installer des plugins, il peut configurer comment ces liens vont afficher, il peut gérer toutes les options du site Internet, mais il ne peut pas aller gérer vos multisites. Avec votre réseau de sites, c'est là que ça devient intéressant. Fait que vous pouvez dire, toi, tu es en charge du site francophone, puis toi, tu es en charge du site anglophone, puis jamais un va pouvoir aller jouer des affaires des autres. Il ne saura même pas que ça existe, il ne va pas les voir. Puis le super administrateur, c'est la même chose que tous les autres, mais lui, il peut modifier les paramètres des sites, il peut rajouter des sites, il peut faire tout ça. Fait que ça, souvent, ça va être une personne ou deux personnes très rarement, puis qu'on a besoin de plus que ça. Ça va être nos développeurs qui vont avoir ça. Le Club CG, il vous demande de partager de l'amour si vous aimez la conférence aujourd'hui. On est rendu à 289 likes sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à aller nous aimer, à aller apprécier ce qu'on fait si ça vous tente. Ça pourrait être une bonne manière de nous remercier. Sinon, là, je vais rentrer un petit peu dans un contexte qui est très important. Quand on développe un site Internet, souvent, on va utiliser un outil de gestion de version de notre code. Cet outil-là, mais il s'appelle Git. Fait que Git, c'en est un, il y en a plusieurs autres. Moi, je pense que lorsqu'on se lance dans un développement, on veut publier nos sites Internet, ça peut être pratique de connaître ces petits trucs-là. Premièrement, avant d'en parler, je vais juste m'assurer que les vocabulaires, on comprenne toutes les mêmes choses. C'est un logiciel qui nous permet de versionner notre code. Et on travaille dans ce qu'on appelle des répertoires, qui sont souvent communément appelés des repos. Donc ça, c'est des endroits que notre code est sur un serveur distant. Dans Git, on clone les répertoires pour les avoir de manière synchrone sur notre poste. C'est-à-dire notre code qui est là, c'est le même que sur le serveur. C'est très important. Dans Git, on peut créer des nouvelles repos. Puis, on peut ajouter ce qu'on appelle des remotes. Oui? Synchrone, OK. C'est une bonne question. Donc, le terme synchrone, c'est à travers le temps, comment notre fichier, dans le cas de Git, comment notre fichier va être. C'est-à-dire, moi, je travaille sur le document, je m'assure d'avoir terminé mes changements, puis je l'envoie sur le serveur. Quand la personne va les reprendre, ben lui, je veux qu'il soit à la même endroit que moi. Mais si cette personne-là avait aussi travaillé, il pourrait être désynchronisé avec la repo. Fait que, quand on clone, on prend le document pour la première fois, fait qu'on est synchronisé, fait qu'on est à la même endroit dans le temps d'où est-ce que le code est rendu sur le répertoire. Parce que le code peut évoluer dans le temps, puis il peut évoluer au moment où est-ce que les développeurs vont pouvoir dire ben moi je l'envoie en ligne ou non. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Fait que ça va s'assurer d'avoir la version la plus à jour du code, dans le fond. Puis plus tard, elle pourrait être désynchronisée, fait qu'il faudrait la reprendre pour être sûr d'être de nouveau à jour, s'il y a eu d'autres gens qui ont travaillé dessus. Donc, il y a des remotes dans Git. Les remotes, c'est des endroits où est-ce que vous avez mis des répertoires. Mais ce qui est le fun,
c'est que votre répertoire peut être constitué de plusieurs répertoires. C'est là où est-ce que je vais en venir, ce qui est le fun avec lui, dans le fond. Puis, il y a un terme commun qui s'appelle forker. Forker, c'est de prendre le répertoire de quelqu'un d'autre, d'en faire une copie, puis de dire, voici, c'est ma copie. Puis lui, il va toujours être connecté à l'autre copie. Fait que ça, c'est intéressant, le lien de toujours être connecté, parce qu'il va choisir quand il va se synchroniser avec l'autre. Il va choisir quand il va prendre les changements. Fait que, dans le fond, une fois qu'on a mis ça au clair, voici ce que moi je conseille de faire, c'est quand vous partez votre nouveau blog, vous ouvrez votre éditeur de code, puis là, vous dites, bon, ben moi, je commence, je veux WordPress. Comme je veux WordPress, je peux aller sur le site internet de WordPress, puis ils offrent soit le bouton download, ou bien, ils offrent leur répertoire, ils offrent leur repo. Fait qu'on peut dire, OK, mais moi, j'aimerais ça cloner, donc prendre le repo de WordPress, mais je ne voudrais pas que ce soit mon repo à moi. Fait que je voudrais que ça soit inclus dans mes affaires. Fait que je vais créer mon répertoire à moi, puis je vais ajouter un remote, donc je vais ajouter un répertoire distinct, celui de WordPress, sur un tag. Fait que les tags, c'est, on voit ça à la version 4.5 de WordPress. Moi, je veux me synchroniser sur la version 4.5. Je vais le rajouter, puis lui, après ça, il va rentrer on va le faire devenir dans nos fichiers. Fait que cette manière de faire-là va faire qu'on peut travailler dans notre dossier de travail, mais on va pouvoir prendre les mises à jour de WordPress automatiquement avec notre code. Rien de question? Non? Donc ça, c'est un des conseils que moi j'aime faire avec WordPress, c'est soit de faire ça, ou bien de juste versionner son thème. Fait que l'endroit où est-ce qu'on va aller faire le design de notre site Internet, l'endroit qu'on va décider comment nos commentaires arrivent. Donc ça serait de versionner ça ici. Ou bien soit on versionne tout, mais on n'a pas besoin de versionner WordPress parce qu'on leur laisse faire leurs affaires et on va pouvoir prendre leurs changements. Soit on versionne juste notre thème, on fait l'installation du autre manière. Ensuite, avec Git, ben, c'est important, si vous l'utilisez, d'ignorer le dossier de téléversement, d'upload, et d'ignorer votre configuration de site Internet. Ça va être pour les questions. Ouais, par contre, je voulais vous montrer une petite ressource qui est quand même importante, puis vous parler de sécurité avec WordPress. Donc, ça ici, c'est un site Internet, ça s'appelle WP VULNDB, c'est pour vulnérabilité. Souvent, on se dit, c'est sécuritaire ou c'est correct. Ce site Internet-là, il va aller répertorier toutes les vulnérabilités qui ont été publiées pour notre blog. Fait que ça, c'est vraiment important parce que ça va affecter nos utilisateurs, ça va affecter notre marché, ça va affecter nos gens. Fait qu'une des bonnes manières de savoir quand est-ce que notre site Internet peut être en danger ou non, c'est de suivre ce site-là, ou bien il y a des outils pour vérifier que notre site Internet, il n'y a pas des nouvelles vulnérabilités qui vont venir nous affecter ou non.